Johannesburg, le 11 juillet 2010. Finale, Pays-Bas-Espagne. 116e minute, Andrés Iniesta inscrit l'unique but de la rencontre et l'Espagne remporte sa première Coupe du Monde, confirmant ainsi son succès obtenu 2 ans plus tôt à l'Euro 2008. 2 ans plus tard, l'Espagne remporte également l'Euro 2012 et entre définitivement dans la légende. Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous raconter comment l'Espagne a gagné l'Euro 2012 et révolutionné le football. Alors avant d'en venir à l'Euro 2012, je vais un petit peu vous parler de l'évolution du football entre la fin des années 90 et justement l'Euro 2012. À la fin des années 90 et même au début des années 2000, la plupart des équipes évoluent en 4-4-2, c'est-à-dire dans un système avec 2 attaquants, 2 purs avant-centres. On peut par exemple citer les doublettes Henry Trezeguet, Bergkamp-Kluivert, Barros-Kohler ou encore Raúl Morientes qui enflamme l'Europe. Mais ce système à 2 attaquants va progressivement disparaître. Dès la Coupe du Monde 2006 par exemple, les 2 finalistes, l'Italie et la France, jouent avec un seul véritable avant-centre. On voit apparaître un nouveau profil d'attaquant, l'attaquant repositionné sur le côté, par exemple Lukas Podolski l'Allemand, et évidemment le Portugais Cristiano Ronaldo. Un autre profil qui apparaît, c'est l'attaquant de soutien, le fameux 9,5, avec pour meilleur exemple le Brésilien Kaká qui évoluait en soutien de Filippo Inzaghi lorsque le Milan AC a gagné la Ligue des Champions en 2007. Progressivement, les purs avant-centres tels que Trezeguet et Van Nistelrooy disparaissent. En 2008, l'Espagne est l'une des dernières sélections majeures à évoluer en 4-4-2. David Villa et Fernando Torres sont alignés sur le front de l'attaque espagnole et l'Espagne remporte l'Euro. Mais dès l'année 2010 et la Coupe du Monde, l'Espagne abandonne le 4-4-2 pour passer en 4-5-1. Fernando Torres est remplacé par Xabi Alonso qui vient renforcer le milieu de terrain et l'Espagne s'en remet à son attaquant vedette David Villa. Il marque 5 des 8 buts de la Roja et l'Espagne remporte sa première Coupe du Monde. C'est également la période pendant laquelle Pep Guardiola entraîne le FC Barcelone. Il a mis en place un système tactique super efficace, le tic-tac, un jeu de possession de balle. Voilà, l'idée c'est que tant que j'ai la balle, mon adversaire ne peut pas marquer. Si mon adversaire ne marque pas, je ne vais pas perdre le match. Et si je ne perds pas le match, il y a de grandes chances que je le gagne. C'est un système super efficace. Le FC Barcelone remporte tous les trophées. Mais au printemps 2012, donc quelques semaines avant l'Euro, ce système connaît un cuisant échec face à Chelsea. Le FC Barcelone, malgré une supériorité numérique, est incapable de battre les Anglais et est éliminé en demi-finale de Ligue des Champions. Alors, pourquoi est-ce que je parle de Pep Guardiola, du FC Barcelone, de tic-tac et de tout ça? C'est justement parce que beaucoup de joueurs du FC Barcelone évoluaient également en équipe nationale d'Espagne et que donc le jeu espagnol était forcément influencé par Pep Guardiola et par le jeu du FC Barcelone. Donc voilà le contexte dans lequel se présente l'Espagne entraînée par Vicente Del Bosque. Il entraîne l'Espagne depuis l'après-Euro 2008. Il a donc déjà gagné la Coupe du Monde 2010 et il ambitionne de gagner l'Euro 2012. Malheureusement pour lui, son attaquant vedette David Villa est blessé. Et ça c'est vraiment un coup dur parce que c'est vraiment l'attaquant phare de l'Espagne. Et autre mauvaise nouvelle, Fernando Torres n'est pas au mieux de sa forme depuis qu'il a rejoint Chelsea. Il est quand même retenu parmi les 23 joueurs pour disputer l'Euro. Pour le premier match face à l'Italie, Vicente Del Bosque nous réserve une énorme surprise. Il aligne un 4-6-0. 4 défenseurs, 6 milieux de terrain et 0 attaquant. Oui, aucun attaquant. Voilà, je vous mets la composition d'équipe. Vous voyez bien les 3 joueurs les plus offensifs. Iniesta, Fabregas et David Silva sont tous des milieux de terrain à la base. Et donc Fabregas qui évolue en pointe au poste de faux numéro 9. Autre changement par rapport à la Coupe du Monde 2010. En défense, Sergio Ramos passe en défense centrale. Il remplace Carlos Puyol blessé. Arbeloa évolue désormais au poste de latéral droit. Il était déjà des campagnes victorieuses 2008 et 2010, mais cette fois il est titulaire. Et côté gauche, on a Jordi Alba qui est titulaire. Il a récemment débuté en équipe nationale d'Espagne. Le match est vraiment difficile pour les Espagnols. Certes, ils ont la possession de balle, mais ils ont du mal à se créer de véritables occasions face à une équipe d'Italie qui est bien en place. Score final, 1 but partout. Bilan mitigé donc pour le 4-6-0. Alors certes, c'est Fabregas qui a marqué,
mais il a fallu attendre le dernier quart d'heure et l'entrée en jeu d'un véritable attaquant, Fernando Torres, pour que l'Espagne ait de véritables occasions, mais il les a toutes vendangées. Donc l'Espagne qui commence moyennement son Euro, un but partout face à un adversaire qui était quand même de très grande qualité, comme nous le verrons par la suite dans cette vidéo. Pour le deuxième match, l'Espagne affronte l'Irlande et pour ce match-ci, Vicente Del Bosque repasse en 4-5-1. Fabregas est remplacé par Fernando Torres et l'attaquant de Chelsea n'a besoin que de 4 minutes pour donner raison à son entraîneur. Il met une frappe hors de portée du portier irlandais. 1-0 pour l'Espagne. L'Espagne déroule totalement. 4-0 score final. Fernando Torres marque un autre but. L'Espagne est phénoménale ce jour-là. Certes, l'Irlande en face n'était pas la plus forte des équipes, mais Iniesta a vraiment délivré une partie de très grande qualité. L'Espagne a largement dominé son sujet, que ce soit lors des phases de possession, lors des attaques rapides et même lorsqu'il fallait faire des contre-attaques. Donc l'Espagne qui prend la première place du groupe. Pour le dernier match de phase de poule, l'Espagne affronte la Croatie. Les Espagnols n'ont besoin que d'un match nul pour se qualifier. Une victoire leur assurerait même la première place, alors que de leur côté, les Croates peuvent également encore se qualifier. Il leur faut absolument une victoire s'ils ne veulent pas dépendre du match parallèle entre l'Italie et l'Irlande. L'Espagne aligne la même équipe que face à l'Irlande, un 4-5-1 avec Torres en pointe donc, mais le match est beaucoup plus difficile. En face, il y a vraiment de la qualité côté croate. Mandzukic, Rakitic et Modric pour ne nommer que ces 3 joueurs. Et les Espagnols se cassent les dents sur une équipe qui visiblement a décidé d'attendre le dernier quart d'heure pour jouer son va-tout. 0-0 à la mi-temps et dans le match parallèle, l'Italie mène 1-0 face à l'Irlande et si l'Espagne venait à encaisser un but maintenant, il serait éliminé. On sent vraiment la panique du côté des commentateurs espagnols. 60e minute, Fernando Torres est remplacé par Jesus Navas. On repasse en 4-6-0 du côté espagnol. Oui, Jesus Navas, l'actuel latéral droit du FC Séville. Et avant d'évoluer au poste de latéral droit, il évoluait au poste d'ailier droit. Et donc l'Espagne va terminer ce match en 4-6-0. Visiblement, on a décidé d'attendre les attaques croates. Et les Croates vont justement mettre le feu à la défense espagnole. Modric n'a pas attendu d'être au Real Madrid pour devenir ce joueur exceptionnel. Mais Casillas est là pour sauver les meubles. Les Croates jettent toute leur force en avant. Mais à la 88e minute, Jesus Navas libère l'Espagne 1-0. Et l'Espagne bascule en quart de finale de l'Euro. En quart de finale, l'Espagne affronte l'équipe de France, une équipe de France vraiment défensive. Seul Benzema évolue en attaque et l'Espagne qui aligne de nouveau son 4-6-0 avec Fabregas en faux numéro 9. L'Espagne ouvre rapidement le score, Xabi Alonso reprend un centre victorieusement d'Alba et l'Espagne qui domine largement ce match techniquement. On a très peu d'occasions de part et d'autre. La France est inoffensive, Benzema est seul en pointe. L'Espagne domine largement son sujet et inscrit un deuxième but, un pénalty de Xabi Alonso, 2-0 et l'Espagne qui bascule en demi-finale. En demi-finale, l'Espagne affronte le Portugal. Pour ce match, Vicente Del Bosque nous a réservé une énorme surprise. Il repasse en 4-5-1, il n'aligne pas Fernando Torres en pointe, mais Álvaro Negredo. Álvaro Negredo, un attaquant qui a jusque-là très peu joué en équipe nationale d'Espagne, mais le match est vraiment difficile. En face, le Portugal peut compter sur un joueur exceptionnel. Évidemment, Cristiano Ronaldo, il est en très grande forme et il faut régulièrement 3 joueurs, Arbeloa, David Silva et Piqué pour le stopper. 0-0 à la mi-temps, l'Espagne n'a eu qu'une véritable occasion et dès la 53e minute, Fabregas remplace Álvaro Negredo. On passe en 4-6-0. 60e minute, Jesus Navas remplace David Silva. Vous voyez l'Espagne qui fait des changements très tôt pour gagner ce match, mais rien n'y fait. En face, le Portugal résiste 0-0 après 90 minutes. Tout va se jouer en prolongation. Les Espagnols prennent le dessus, mais derrière, les Portugais ont un monstre, Pepe. Il prend tous les ballons de la tête. L'Espagne n'y arrive pas. Tout va se jouer au tir au but. Et là, Fabregas place une frappe imparable. L'Espagne est en finale. Cristiano Ronaldo est dépité. Il n'a même pas eu l'occasion de tirer son tir au but. C'était le dernier tireur. Il se rattrapera 4 ans plus tard.
Donc voilà comment l'Espagne accède en finale. C'était vraiment une très belle équipe du Portugal en face. Et l'Espagne est donc en finale où elle retrouve l'Italie. L'Italie qui s'est imposée quelques jours plus tôt face à l'Allemagne. Mario Balotelli a ce soir délivré le meilleur match de sa carrière. À lui tout seul, il a sorti l'Allemagne. Et pour ce match, l'Espagne repasse en 4-6-0. Fabregas est aligné en faux numéro 9. Mais cette fois-ci, l'Espagne est déterminée. Tous les doutes semblent avoir disparu. On a une Espagne très convaincante et qui ouvre le score dès le premier quart d'heure sur un superbe mouvement qui est conclué par David Silva. Les Italiens tentent de réagir mais ils n'y arrivent pas. Juste avant la mi-temps, Alba inscrit le deuxième but, 2-0 à la pause. C'est vraiment bien parti pour les Espagnols, d'autant plus que les Italiens vont subir un coup dur à l'heure de jeu. Thiago Motta se blesse, ils n'ont plus de changement et l'Espagne en profite pour inscrire 2 nouveaux buts par Torres et par Mata qui étaient entrés en jeu quelques instants auparavant. 4-0, score final, l'Espagne est championne d'Europe. Après cette victoire magnifique, Iniesta et Xavi ont été phénoménales. Alors oui, l'Espagne a profité évidemment de sa supériorité numérique, mais c'est une supériorité numérique qui a été provoquée. Prandelli a dû faire des changements très tôt parce que l'Italie n'avait aucune solution face à une équipe espagnole qui était tellement supérieure sur le plan tactique et sur le plan technique. Voilà comment l'Espagne a gagné l'Euro 2012, en évoluant la plupart du temps dans un 4-6-0, un système sans véritable attaquant, quelque chose qui était totalement inédit à l'époque. À titre personnel, j'étais vraiment un énorme fan de David Silva. Dites-moi dans les commentaires quel est le joueur qui vous a fait le plus vibrer pendant cette Euro 2012. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez également me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Également vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour parler de plus de foot. Ciao ciao!